à vous les amis. Alors, comment renverser 22 milliards de dettes de la Sécu? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, c'est un thème un petit peu particulier, mais j'avais à cœur de vous en parler. Donc, ce que je vais vous proposer de voir en fait dans cette vidéo, c'est en quoi consistent en fait les investissements que la sécurité sociale font sur notre santé et quel serait selon moi le meilleur moyen d'investir sur votre santé. Mais tout d'abord, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Marion Allègre, je suis médecin généraliste et addictologue, et en fait dans mon parcours d'interne en médecine, j'ai aussi fait une année recherche avec un Master 2 en ingénierie de la santé. Du coup, en ingénierie de la santé, on avait une matière qui s'appelle l'économie de la santé et où on regardait plus particulièrement combien coûte de faire différentes mesures de santé publique, comment ça nous permet en fait de les adapter, etc. Moi, c'est vrai que je suis vraiment passionnée depuis mes études de médecine, depuis mon externat, sur en fait comment impacter le plus grand nombre de personnes dans le fait de prendre soin de leur santé. Et du coup, la question de investir sur la santé a toujours été prépondérante dans mon esprit. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo qui est peut-être plus technique, on va dire, sur des notions qui sont un petit peu abstraites parce que c'est de la santé publique. Mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que en fait c'est quelque chose qu'on entend facilement à la radio. Moi typiquement quand j'ai eu l'idée de ce thème, c'est parce que je me rendais un jour à l'aéroport et dans le taxi j'entendais à la radio que comme quoi la dette de la sécurité sociale va être encore augmentée, etc. En fait, je pense qu'à la fin les gens ne savent même plus de quoi on parle en fait. Voilà, donc en fait déjà le budget de la santé en France, c'est une des plus grosses dépenses de l'État. Ça représente à peu près 10% du PIB de ce qu'on gagne. C'est à peu près 200 milliards d'euros par année. Effectivement, le trou de la Sécu continue de s'agrandir d'année en année. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que si vous êtes du côté politique de la santé, donc si vous travaillez au gouvernement dans les politiques de santé, vous allez avoir besoin de rendre des comptes, en fait, quelque part, sur les politiques que vous amenez et pour pouvoir prouver que vous allez amener un certain résultat dans ce domaine-là. Donc, généralement, comment est-ce qu'ils font les politiques de la santé? Moi je me base sur ce que j'ai vu en agence régionale de santé pour vous dire ça. Comment ils se basent pour faire ça? Tout simplement, ils vont essayer de créer des nouvelles mesures ou des nouveaux programmes. Ou aussi, c'est vrai qu'on est dans une société où la technologie évolue énormément, très très rapidement chaque année. Donc, que ce soit les appareils par exemple d'imagerie, comme les IRM ou autres, ou aussi les traitements pour différentes maladies. Et là, je pense par exemple aux traitements avec des anticorps monoclonaux ou des traitements antiviraux. On a des traitements qui sont de plus en plus poussés, qui utilisent de plus en plus de technologies. Et finalement, c'est comme ça qu'on peut venir à investir des millions sur des appareils ou sur, par exemple, une dépense de médicaments typiquement. Donc il y a certains médicaments, ça peut coûter entre 2 000 et 60 000 euros par année. Et pareil pour, par exemple, la dialyse. Donc c'est en fait un appareil qui permet de reproduire la fonction des reins pour des personnes qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, donc par exemple en lien avec le diabète. C'est aussi quelque chose qui coûte très très cher, ça peut coûter des dizaines de milliers d'euros par année et par patient à la sécurité sociale. Et pourquoi en fait ces dépenses-là, elles sont choisies? Parce que en fait c'est un coût qui va tout de suite rapporter à la sécurité sociale aussi. C'est-à-dire, là, je suis pas en train de critiquer, je suis juste en train de parler des faits. Mais c'est que en fait, si vous investissez dans un nouveau matériel, alors forcément, vous allez pouvoir l'utiliser et le facturer. Et pareil pour les traitements. Si vous investissez dans les traitements, la Sécu va pouvoir justifier aussi que c'est une dépense, mais c'est aussi de l'argent qu'elle a gagné en le dépensant.
Et donc, c'est comme ça que finalement, chaque année, on a un investissement qui est fait sur effectivement la santé. Donc le but, c'est effectivement d'avoir des personnes qui sont de plus en plus en bonne santé et tout ça. Et c'est difficile, évidemment, si on se positionne sur quelqu'un qui est politique de santé, il va naturellement chercher à ce que sa population soit en bonne santé et donc il va aller vers les innovations, etc. C'est humain, on va dire. Mais le truc, c'est que finalement, le fait de cultiver la bonne santé dans le moment présent, est-ce que ce n'est pas en fait, où on sait en fait que c'est du bon sens qui va nous permettre en fait de réduire la plupart des maladies? Alors, je pose cette question-là en suspens et je vais vous amener dans une autre vidéo si ça vous intéresse, voilà, d'en savoir plus sur la thématique de en fait comment est-ce que on peut explorer vraiment une politique de santé et voir comment est-ce qu'elle a impacté en fait, est-ce qu'on peut penser que c'est une bonne ou une mauvaise mesure. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la vidéo qui s'appelle « Peut-on mesurer l'impact d'une politique de santé ?» où je vous explique pour quelles raisons c'est difficile de mesurer réellement l'impact d'une mesure de santé qu'on prend, comme par exemple typiquement perdre du poids, limiter son surpoids, enlever une addiction, etc. Il y a différentes raisons pour lesquelles c'est très difficile en fait de mesurer l'impact de ce type de mesure-là. Mais en tout cas, je dirais que le bon sens quand même va dans le sens du fait que finalement, si on prend soin de sa santé dans le moment présent, sur cette journée-ci, alors on a plus de chances de cultiver une vie qui est saine, qui est agréable, qui est épanouie, etc. Ce sont des recettes, je n'invente absolument rien là-dedans, hein, je veux dire, ce sont des recettes qu'on connaît depuis 3000 ans. Je pense que Socrate et Platon, etc., ils en parlaient avant moi, ou même, on va dire, en partie dans les religions, on peut parler un petit peu d'hygiène de vie, etc. Mais en tout cas, il faut quand même... Moi, je vous donne par exemple un exemple concret. C'est vrai qu'au cabinet, je fais en sorte de prendre le temps en fait, d'accueillir les gens. Et pourquoi ça? Parce que si je prends pas le temps avec eux, je sais que du coup ça va générer de l'anxiété chez eux, du coup ils vont pas pouvoir me parler de leurs problèmes et finalement ils vont rentrer chez eux et ils seront toujours aussi stressés, on va dire, par rapport à leurs problèmes de santé. Alors que si par contre on prend le temps d'évoquer les choses, de penser un petit peu à sa situation, donc là je parle du cabinet mais ça peut très bien être vous dans votre vie aussi, si vous prenez le temps vraiment de vivre et de faire du sport, de vous poser des questions sur votre hygiène de vie et tout ça, en fait rapidement ça va vous donner des résultats qui sont différents. C'est-à-dire que si vous arrêtez le tabac par exemple, progressivement, vous allez vous sentir mieux, vous allez peut-être vous mettre à faire du sport. Si vous limitez votre surpoids, que vous réussissez à perdre du poids, pareil, vous allez probablement vous sentir plus épanoui, avoir moins de maladies, etc. Parfois, quand on est aussi dans un meilleur psychisme, on peut aussi avoir des opportunités qui se présentent au niveau de notre travail ou autre. Et finalement, ça va changer aussi vraiment notre rapport avec toutes les personnes qui nous entourent. Pareil, dans la manière de communiquer avec l'entourage, c'est quelque chose qui peut vraiment transformer en fait notre qualité de vie, de faire attention à comment on parle aux personnes qui nous entourent. Et forcément, plus on prend soin de nos relations, c'est aussi quelque chose qui est prouvé scientifiquement, que ça nous permet d'être vraiment en meilleure santé psychique, etc. Sur les décès en France, chaque année, en fait, on peut observer qu'il y en a vraiment quand même une grande partie, environ 30%, qui est directement attribuable à des causes qui sont évitables. Donc il y a à peu près 500 000 décès par an en France. Il y en a à peu près 13% qui sont vraiment directement liés au tabac, 7% directement liés à l'alcool,
2% directement liés au diabète. Voilà, pour information. Et après, évidemment, tout ce qui est surpoids, etc., ça engendre aussi d'autres types de maladies et qui peut engendrer aussi, évidemment, des décès. Donc finalement, même si en économie de la santé, on ne peut pas forcément réaliser des études qui peuvent prouver l'impact sur la santé publique, et ben, y a quelque chose que je vous disais, qui est un peu de l'ordre du bon sens, de voir que finalement, voilà, si j'arrête une addiction, donc j'arrête de dépenser 3 000 € dans le vent pour mes cigarettes, bah finalement, ces 3 000 €, je vais pouvoir les récupérer pour en faire des choses qui sont constructives pour ma vie, etc. Et donc, à petite échelle, bah, ça donne ça, mais en fait, finalement, à grande échelle, bah, ça peut donner, j'en suis convaincue, et c'est pour ça que je fais ces vidéos et que j'exerce voilà, de cette manière-là. Je suis absolument convaincue que ça peut vraiment donner des résultats qui sont complètement différents sur votre santé, sur la santé de vos proches et aussi du coup sur la santé de toute une population. En conclusion de cette vidéo, évidemment, ben, je pense qu'on peut être très reconnaissant et voilà, très, très content en fait d'avoir énormément de budget qui est disponible via notre système de santé publique. Et l'objet de cette vidéo, c'était pas du tout de dire que voilà, que l'argent est jeté par les fenêtres, etc. Si on peut utiliser nos ressources déjà pour maintenir notre bonne santé et utiliser peut-être, je ne sais pas, mais 10% des ressources qu'on a pour la technologie de pointe et tout ça, est-ce que ce serait pas un meilleur moyen aussi de se soigner? Voilà, c'est pareil pour les traitements, c'est-à-dire que finalement on dit mieux vaut prévenir que guérir, mais c'est vrai que du coup il y a tellement de maladies qui sont liées voilà, au stress, au surpoids, le manque de sommeil, etc. Et en fait tout ce qui concerne l'hygiène de vie, en fait si on arrive à améliorer tout ça, potentiellement on a moins besoin de traitement. Et je pense que voilà, moi c'est vrai que pareil, je suis très reconnaissante d'être médecin pour le fait de pouvoir prescrire des médicaments parce qu'en cas de crise, des fois on peut pas faire autrement. C'est super de pouvoir avoir des médicaments, etc. Mais c'est dommage de vouloir substituer en fait avec la technologie à ce qu'on peut faire en fait dans notre quotidien. Et alors qu'en fait, rien ne remplace par exemple le fait de marcher 20 minutes par jour dehors, rien ne remplace le fait d'essayer de faire attention de manger moins de sucre, de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool ou en tout cas pas de manière excessive, voilà, comme je vous en parle dans d'autres vidéos. Bon, j'espère les amis que je vous ai pas endormi. Et puis s'il y a quelque chose que vous avez appris grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et dites-moi si la vidéo vous a plu, mettez un petit like voilà, si vous l'avez aimé. Aussi, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir du nouveau contenu et n'hésitez pas aussi à partager avec vos amis, voilà, si vous pensez, ou avec vos proches si vous pensez que ça peut les aider. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!